Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette 12e séance du séminaire Le Pluralisme. Nous nous sommes beaucoup étendus jusqu'alors sur l'ontologie et la cosmologie. L'idée de savoir s'il existe plusieurs mondes, plusieurs types d'entités en son sein, une continuité spatiale ou temporelle entre ces entités et ces versions de monde aussi nous a occupé un moment. Nous nous dirigeons à présent vers des questions plus épistémologiques concernant l'accès à ces mondes ou à ces niveaux divers de réalité au sein du monde. Et nous tenterons de voir notamment grâce à l'anthropologie, à des approches comparées, si le naturalisme ne serait pas qu'un type d'accès parmi d'autres et très européano-phallogocentré, si l'on veut, au réel. Et même, nous nous demanderons si, selon notre culture, nos traditions, nos schèmes symboliques et conceptuels, nous ne vivons pas dans des mondes différents. Mais avant cela, il faut faire un peu de théorie de la connaissance pour comprendre comment nous parlons du ou des mondes et ce que nous en découvrons. Alors la connaissance, classiquement, c'est défini comme une croyance vraie et justifiée. Sinon, ça n'est qu'une opinion contingentement exacte, en fait. Et toute la question est de savoir ce que c'est que cette justification, cette croyance vraie et justifiée. Laquelle Guettier a montré qu'on peut avoir de bonnes raisons de croire un énoncé qui s'avère en fait faux, et que par ailleurs, on peut avoir une croyance vraie qui n'a simplement pas la bonne justification et s'avère vraie en fait par hasard. Bon, il y a ce problème de la justification. Et par ailleurs, le statut même de vérité de l'énoncé, sans considérer encore les justifications que nous avons de le croire vrai, il est déjà problématique. En fait, la preuve de sa vérité, il faut se demander si elle est dans sa correction logique à l'énoncé. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une multitude d'énoncés logiques qu'on dira faux, au moins factuellement, même s'ils sont corrects ? Il faut se demander si la preuve de cette vérité est dans sa cohérence de l'énoncé avec un ensemble d'énoncés plus large, mais dès lors, est-ce qu'on ne psychologise pas la notion en la renvoyant à un champ holiste de croyances, à moins de reposer le problème de la vérité de chacun de ces autres énoncés du champ censé justifier le premier? Ou bien encore, est-ce que la vérité de l'énoncé serait dans l'adéquation que l'énoncé aurait avec la réalité? Bon, cette dernière thèse est séduisante, mais plusieurs problèmes se posent. Un, cette adéquation, elle est problématique, car elle dépend d'un accès au réel dont tout le XXe siècle peut-être a critiqué la neutralité. Toutes les critiques du mythe du donné, etc., du fait qu'on a accès au réel qu'à travers une multiplicité de schèmes conceptuels et symboliques ou culturels différents. Deux, l'adéquation entre un énoncé et la réalité dépendrait aussi donc d'un ensemble conceptuel qui semblerait toujours moins riche que cette réalité, une finesse de grain moindre que l'ensemble du réel, et donc finalement toujours inadéquat. Donc, où pourrait être l'adéquation d'un énoncé avec un réel si le langage de l'énoncé est toujours insuffisant pour traduire ce réel? 3, on n'a pas toujours la possibilité d'éprouver une vérité par une expérience, tout simplement. Et 4, si l'on admet une cosmologie pluraliste, alors quel type de réel sera adéquat à l'énoncé vrai? Quel monde, en somme? Bon, ce dernier problème peut cependant paradoxalement, en fait, être entendu en un certain sens qui rééclaire la question et la simplifie. Peut-être, ce n'est qu'une suggestion de ma part, mais le pluralisme cosmologique pourrait redonner, grâce aux théories adéquationnistes de la vérité, qui ont été très critiquées au XXe siècle, en leur offrant plus de largesse et en sortant du réalisme absolutiste qui semblait les fonder, et le fait de croire qu'on a un contact absolu et direct avec une réalité qui peut fonder l'ensemble du champ de vérité de nos énoncés, parce que on pourrait justement penser une pluralité de vérités adéquate respectivement à une pluralité de mondes. Bon. Mais peut-être y a-t-il une autre manière de poser la question pluraliste dans le champ des théories de la vérité. On n'est pas obligé en fait de remettre en cause l'unité de la vérité, ce qui pourrait sembler une démarche relativiste, pour être pluraliste, puisqu'on pourrait également reconnaître une pluralité d'indices ou de critères pour fonder la vérité. En effet, on l'a dit, certains énoncés peuvent être soumis à expérience, elles-mêmes multiples, d'autres non. Mais pourquoi ne pas accepter ces méthodes concurrentes de détection de la réalité, en quelque sorte, comme juste selon le domaine dont on parle, le type d'énoncé qu'on emploie et le point de vue d'où l'on parle.
Bon, c'est ce à quoi va nous introduire notamment Michael Hennig aujourd'hui. Celui-ci est étudiant du parcours logique et philosophie à Paris 1. Il a commencé à travailler sur le pluralisme à l'éthique il y a environ 2 ans en étudiant le pluralisme fonctionnaliste de Michael P. Lynch, auteur de Truth as One and Many, et le problème des inférences mixtes. Alors, je ne vais pas en parler dans les grandes lignes puisque ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais j'introduirai seulement la question en rappelant que pour Lynch, la vérité, c'est une propriété fonctionnelle qui est caractérisée donc par une fonction particulière, réalisable ensuite de bien des façons. Par exemple, certaines fois par cohérence, avec un ensemble d'énoncés, certaines fois par adéquation, avec une expérience, ce qui permet d'éviter l'opposition classique mais stérile dont je parlais, des théories correspondantistes et des théories cohérentistes de la vérité. Bon, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que, comme beaucoup aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste de la question. J'ajouterai seulement qu'aujourd'hui, donc, c'est un autre spécialiste du pluralisme à l'éthique, du grec aletheia, la vérité, je le rappelle, que Michael Hennig va nous initier, c'est-à-dire Crispin Wright, qui est un philosophe britannique, auteur de Truth and Objectivity. Et voilà, je lui laisse dès à présent la parole en le remerciant d'avoir bien voulu participer à cette 12e séance du séminaire Le Pluralisme. Alors bonsoir, alors tout d'abord merci Jim pour cette présentation, j'en profite aussi pour remercier les autres participants qui animent ce séminaire pour leurs très bonnes interventions. Donc ce soir je vais vous introduire au pluralisme à l'éthique ou pluralisme de la vérité. Mais avant ça, quelques mots d'introduction. Alors premièrement, je ne suis pas un spécialiste des théories pluralistes de la vérité, bien que je travaille depuis 2 ans là-dessus. Oui, c'est toujours plus que beaucoup d'entre nous. Et le deuxième point, c'est que tous les textes traitant du pluralisme de la vérité sont en anglais. Donc je vais parfois utiliser les termes anglais. Et les traductions que j'ai mis à votre disposition sont légèrement simplifiées par rapport au texte original. Donc elles sont personnelles. Et pour la plupart des termes, il n'y a pas encore de traduction canonique. Donc je voulais juste préciser ce point-là. Sur ce, commençons. Alors qu'est-ce que le pluralisme de la vérité ? Pour résumer, le pluralisme de la vérité, c'est la thèse selon laquelle il existe 2 façons d'être vrai. Au moins 2 façons d'être vrai, c'est-à-dire 2, 3, 4 ou plus. Ces façons d'être vraies, comme nous allons le voir, ce sont soit des prédicats de la vérité, soit des propriétés de la vérité. Alors faisons tout de suite la distinction. Le pluralisme à l'éthique n'est pas un relativisme. Il n'affirme pas qu'il existe plusieurs descriptions vraies du monde qui seraient incompatibles. La plupart des théories relativistes de la vérité sont d'ailleurs des monismes. Ce sont des monismes antiréalistes pour lesquels il n'existe pas de monde indépendant permettant de préférer une vision à une autre. Le pluralisme de la vérité n'a aussi rien à voir avec le pluralisme de la vérité en religion. Je dis pas ça parce que pour les gens qui se sont donné la peine de faire une recherche, pluralisme de la vérité sur Google sont généralement les articles sur lesquels ils sont tombés. Il s'agit ici encore une fois d'un monisme relativiste. Ce sont là au mieux des pluralismes des vérités, mais non un pluralisme de la vérité. Alors normalement, vous ne devriez pas avoir entendu parler du pluralisme de la vérité avant ce soir, tout simplement parce que c'est une doctrine récente qui s'est principalement développée au sein des théories de la vérité. Elle n'a pas encore eu de véritable impact sur les questions philosophiques fondamentales comme le débat entre réalisme et antiréalisme, ou sur l'épistémologie qui définit la connaissance en fonction de la vérité. Donc pour vous donner une idée, la principale théorie pluraliste de la vérité a été ébauchée dans un article de 1987 et développée dans un livre de 1992. Et s'en sont suivis des années de débat jusqu'en 2005 pour savoir si cette thèse était acceptable. On pourrait alors me demander pourquoi présenter une théorie pluraliste de la vérité si elles n'ont pas encore eu de véritable impact philosophique. Il y a plusieurs raisons à ça. La première est avant tout personnelle, c'est que les théories pluralistes de la vérité sont un sujet philosophique qui me passionne depuis longtemps. Et je trouve qu'on ne fait pas assez de philosophie contemporaine à Paris 1 ou à l'ENS. Donc j'en profitais pour introduire un peu. Ensuite, il y a 2 raisons plus philosophiques, qui sont pour l'une liées au débat
lié à un débat interne aux théories de la vérité, et pour l'autre au débat entre le réalisme et l'antiréalisme. Pour ce qui est du débat interne aux théories de la vérité, il y a ce qu'on appelle habituellement le scoop problem, ou le problème de portée, pour ceux qui préfèrent le français. Scoop. Scope, non? Bon, je m'excuse pour mon accent anglais, il n'est pas très travaillé. La portée. Donc le plus simple pour illustrer le scoop problem est de prendre un exemple. Prenons une théorie de la vérité correspondance. Pour eux, la vérité est une relation de correspondance entre d'un côté des propositions et de l'autre le monde. Donc par exemple, l'énoncé la neige est blanche est pour eux vrai, si et seulement si l'énoncé la neige est blanche correspond à un fait dans le monde, le fait que la neige est blanche. Donc normalement jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est une théorie qui fonctionne très bien pour les énoncés qui décrivent le monde. Mais elle paraît beaucoup moins intuitive pour les énoncés mathématiques ou comiques. Où sont les nombres qui correspondent à l'énoncé 2 plus 2 égale 4 ? Existe-t-il des faits mathématiques qui ont la même ontologie que les faits physiques ? Et si oui, où sont-ils ? Essayez des énoncés du discours comique comme « Les spectacles de Louis C.K. sont drôles » correspondent à un seul fait dans le monde. Pourquoi avons-nous des avis divergents sur la vérité des énoncés comiques ? Le scoop problem tend à indiquer que les théories traditionnelles de la vérité, comme la théorie correspondance dont nous venons de parler, que ces théories traditionnelles s'appliquent particulièrement bien à un domaine restreint d'énoncés, mais qu'elles rencontrent des problèmes quand elles essayent de généraliser leurs prédicats de vérité à des ensembles d'énoncés plus vastes. Il est possible de faire une analyse semblable pour les autres théories traditionnelles de la vérité, comme les théories de la vérité cohérence dont Jim a parlé en introduction, qui considèrent que la vérité d'une proposition est sa cohérence avec un ensemble idéal de croyances, ou encore la vérité pragmatiste. Mais ces deux analyses pour le scoop problem, je ne vais pas les faire. Les théories pluralistes de la vérité sont au contraire développées pour faire face au scoop problem. Elles permettent, comme nous allons le voir, d'appliquer des prédicats de vérité différents dans des domaines de discours différents. Ils permettent donc de choisir le prédicat de vérité le plus adapté au domaine de discours. Ils permettent donc potentiellement de résoudre le scoop problem. La deuxième raison... Oui. Bon, tant pis. Quelqu'un a tenté de rentrer dans la salle. Ça, c'était pour la raison liée au débat interne des théories de la vérité. La deuxième raison, pour présenter les théories pluralistes de la vérité, est liée au débat entre réalisme et antiréalisme. Alors, pour résumer de façon un peu schématique, le réalisme est la thèse selon laquelle il existe un monde indépendant de notre esprit, et l'antiréalisme est la thèse selon laquelle il existe un monde qui dépend de notre esprit. Bon. Or, pour parler de ce monde, on utilise un langage qui contient des phrases qui sont douées de sens. Et en philosophie analytique, on associe généralement la signification d'un énoncé à ses conditions de vérité. Donc, par exemple, je sais ce que neige veut dire quand je sais que l'énoncé « ceci est de la neige » est vrai. Si on se trouve devant un objet et qu'on sait que cet objet est de la neige, on sait ce que neige, le mot neige, veut dire. En fait, la différence entre scope, la portée, le regard, et scoop, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis désolé, j'ai pas vérifié. C'est lorsque tu sais quelque chose et que tu en ramènes beaucoup, tu fais un grand scoop. Donc ça se crée S-C-O-P, alors que scope, c'est S-C-O-P-E. Ouais. C'est S-C-O-P-E. Ouais. Mais dans tous les cas, on ramène grand-chose à la vérité. Donc. Bah oui, c'est le concept. Ouais, c'est ça. Combien de vérité est contenu dans une proposition. Le bon auteur est celui qui renferme le plus de vérité. Le point de volume, c'est l'option de Leibniz. Enfin, là c'est plutôt le prédicat de vérité qui est appliqué à... Moi j'ai pas compris le scope. Enfin,
Non, en fait, on parle de scoop ou de scope. Bah, l'idée, c'est que pour les théories de la vérité-correspondance, tu as un prédicat de correspondance, qui est un énoncé, une proposition que P est vraie, si et seulement si elle correspond à des faits dans le monde. Ça marche très bien. Par exemple, si tu décris des objets du quotidien, tu dis ceci est une bouteille d'Evian, c'est vrai si et seulement si ça correspond à un fait dans le monde, le fait que c'est une bouteille d'Evian. Et donc ça, c'est pour les domaines de discours descriptifs. Mais le scoop problem, il s'applique quand tu essaies de généraliser ce prédicat de correspondance à tous les énoncés qui sont capables d'être vrais. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas que des énoncés descriptifs qui sont capables d'être vrais. Il y a justement aussi les énoncés qui viennent du discours moral, les énoncés qui viennent du discours comique, les énoncés mathématiques. Et typiquement, pour un énoncé mathématique comme 2 plus 2 égale 4, la question sera, si tu as une théorie de la vérité-correspondance, à quoi est-ce qu'elle correspond ? Où est le fait dans le monde ? Est-ce qu'il y a des faits mathématiques et ce genre de choses ? Si tu as un énoncé comique, si tu as un seul fait dans le monde qui détermine la vérité d'une proposition comique, comment ça se fait que moi je trouve les spectacles de Louis de Funès pas drôles et toi tu pourrais les trouver drôles ? Si un seul fait, théoriquement, on devrait tous les deux s'accorder sur la vérité de la proposition. Les spectacles de Louis de Funès sont drôles. Par ailleurs, on va pas refaire tout le débat de la théorie correspondantiste, mais on pourrait très bien dire que les nombres sont fondés empiriquement sur des séparations d'objets qu'on voit, et 2 plus 2 égale 4, c'est simplement que si tu prends 2 pierres et que tu en rajoutes à 2, tu en as 4. Et on peut aussi très bien aller dire que, en gros, tous les prédicats du type drôle n'ont en fait pas de sens, et ça veut juste dire machin me fait rire, et dans ce cas il y a une réalité qui correspond à l'énoncé me fait rire, sauf que c'est un énoncé subjectif et que dès que ton jugement de goût s'étend à l'objectivité, il veut plus rien dire. Et dans ce cas on fait juste une critique de certains usages du langage ordinaire en les décrédibilisant, en chassant les faux sens, et ça peut tenir sur une bonne durée en tout cas. On va dire le correspondantisme n'est pas absurde sur pas mal de points. Mais surtout qu'en ce moment, il y a par exemple Gilles Lachaire qui développe un correspondantisme pluraliste. Ah oui. Où justement, elle dit que la correspondance, c'est toujours de la correspondance, la vérité c'est toujours de la correspondance. Mais elle fait référence à des choses différentes dans différents domaines de discours, dans différents discours. Donc en mathématiques, ce sera des isomorphismes de structure, c'est une théorie un peu particulière. En physique, ce sera les objets postulés par la physique. Et en comique, je sais pas, elle ne sait pas prononcer, mais elle a sûrement un objet qu'elle pourrait associer pour la relation de forcément un objet pour le coup. Ou des faits. Ou un ensemble d'objets. D'accord. Je suis pas spécialiste de cette théorie. Non, mais c'est intéressant de faire le point là-dessus. Voilà. Ça existe. D'accord. Je t'en prie. Donc la deuxième raison pour présenter les théories pluralistes de la vérité est liée au débat entre réalisme et antiréalisme. Donc on a je retrouve plus où je suis. Voilà. Donc on a le langage d'un côté pour parler du monde, et pour donner sens aux énoncés du langage, on leur associe des conditions de vérité, classiquement en philosophie analytique. Maintenant, il y a plusieurs conceptions de la vérité qui sont utilisées par les auteurs. Donc, par exemple, la vérité comme correspondance, ou la vérité comme cohérence, dont nous venons juste de parler. Et les premiers vont associer à la signification des conditions de correspondance, et les seconds des conditions de cohérence. Donc, ce sont toujours des conditions de vérité, mais elles sont conçues d'une manière différente. Donc, on a l'impression qu'il y a différentes conceptions de la signification qui sont en jeu. Le point, c'est que les réalistes ont tendance à favoriser les théories de la vérité comme correspondance, et les antiréalistes, des théories de la vérité comme cohérence. Donc on a l'impression qu'au fond, le débat entre réalisme et antiréalisme, c'est un débat sémantique et non ontologique. C'est-à-dire un débat sur la signification des mots, et non un débat sur ce qui existe dans le monde. Parce que justement, ils ont des façons différentes de comprendre la signification de leurs mots. Parce qu'ils utilisent
conceptions de la vérité différentes. Et l'idée du pluralisme à l'éthique, c'est que toutes ces conceptions de la vérité différentes permettent de définir la signification d'une façon uniforme. Il n'y a plus de conditions de correspondance ou de conditions de cohérence, il y a juste des conditions de vérité. Et ça permet justement de recentrer le débat entre réalisme et antiréalisme, non pas sur un aspect sémantique, mais sur un aspect ontologique. Donc on a ces deux raisons-là pour présenter un pluralisme de la vérité. Bon, faut-il parler du pluralisme ou des pluralismes de la vérité? En fait, il y a actuellement 5 théories pluralistes de la vérité qui ont été développées. Alors je comptais originellement vous parler du pluralisme fonctionnaliste de Michael P. Lynch, que Jim a esquissé en introduction. Personnellement, je trouve que c'est une théorie qui est très efficace et qui s'inspire du fonctionnalisme en philosophie de l'esprit. Il en a fait 2 versions, la dernière qu'il a adoptée à partir de 2009. Le fonctionnalisme de la manifestation est sujet à des contre-arguments très forts. Donc je pensais plutôt vous parler de sa première théorie. Il y considère la vérité comme une propriété fonctionnelle, multiréalisable, d'ordre supérieur. Le problème, c'est que c'est une théorie qui est très difficile à expliquer sans faire appel à des outils logiques. Et surtout que Lynch se sert de la méthode de Ramsey et Lewis de définition des termes théoriques, sachant que certains parmi vous sont récalcitrants quand il s'agit de formalisation. Je voulais pas vous infliger ça. 2 autres théories pluralistes de la vérité que je ne vais pas vous présenter sont le disjonctivisme à l'éthique, à l'affect disjunctivism de Corey Bright et Patterson, et le pluralisme de la détermination simple, Simple Determination Pluralism, d'Edwards Douglas. On va reparler des articles de Pedersen un peu plus tard. Alors je ne vais pas vous présenter ces 2 pluralismes, parce que le pluralisme de la détermination simple est insuffisamment développé. Il y a en fait 2 articles à ma connaissance qui le présentent, donc je ne pouvais pas animer 1h30 de séminaire juste avec ça. Et le disjonctivisme à l'éthique a été conçu pour avoir le moins de répercussions épistémiques et métaphysiques possibles. Donc même si je vous le présentais, il ne serait pas très intéressant à connaître si on ne s'occupe pas de théorie de la vérité. Il reste donc une seule théorie de la vérité, c'est le minimalisme de Crispin-Wright. C'est à la fois la première et la plus élaborée des théories de la vérité pluraliste. Elle a été conçue d'un côté pour répondre au scoop problem, et de l'autre pour faire avancer le débat réalisme et antiréalisme, qui semble être dans une impasse autour de 1985. Donc avant de vous la présenter, je vais quand même faire quelques distinctions techniques. La première distinction, c'est la distinction entre propriété et prédicat. Les prédicats sont des parties du langage. J'utiliserai indifféremment le terme de prédicat et de concept de vérité. Les prédicats de vérité s'appliquent donc à des propositions ou des énoncés. Et les prédicats de vérité, qui sont des parties du langage, peuvent faire référence à une propriété de vérité. Une propriété, c'est une chose extra-linguistique. Ce qu'il a défini, c'est qu'elle possède des caractéristiques que le prédicat ne dévoile pas. Je vais prendre un exemple. Le prédicat « être de l'eau ». Il se dit d'objet incolore, inodore, transparent, présent dans les lacs. Et la propriété d'être de l'eau, c'est la propriété d'être composé de molécules d'H2O. Mais le fait que l'eau soit de l'H2O, ce n'est pas contenu dans le concept de l'eau. Ça a été découvert en fait après une enquête scientifique, une invention d'une certaine théorie. Et pour le minimalisme de la vérité, ça va se passer de façon analogue. Crispin-Wright distingue entre d'un côté le prédicat de vérité et de l'autre la propriété, enfin les propriétés de vérité. Il va obtenir le prédicat de vérité après une analyse conceptuelle, où il va déterminer les caractéristiques pour qu'une propriété tombe sous le prédicat de vérité.
Mais quelle propriété va réaliser la vérité et laisser libre à une enquête a posteriori? Tout ça sera décrit en détail un peu plus tard. Donc ça, c'était la distinction entre propriété et prédicat. En servant de cette distinction, il est possible de donner une classification des différentes formes du pluralisme de la vérité. Et aussi, par contraste, des monismes de la vérité. Donc c'est une classification qui a été présentée par Nicolas Jean Lee Linding Pedersen, qu'on va juste appeler Pedersen, parce que son nom est très long. Il l'a donné dans des articles de 2010 et 2013, respectivement Stabilizing Halachic Pluralism, paru chez The Philosophical Quarterly, et Pluralism About Truth as Halachic Disjunctivism, dont Truth and Pluralism, qui est celui-là, chez Oxford University Press. Donc c'est la classification qui est également sur le polycopier, qui vous a été distribuée. Pour résumer, en fait, cette classification, on peut commencer par faire une distinction entre monisme et pluralisme. Les monismes défendent qu'il y a une propriété de vérité ou un prédicat de vérité partagé par toutes les propositions vraies. Alors que les pluralismes défendent qu'il y en a deux ou plus. Ensuite, il y a deux manières d'être pluraliste ou moniste. Il y a une manière métaphysique et une manière linguistique. Les manières métaphysiques font porter leur thèse sur les propriétés, alors que les manières linguistiques les font porter sur les prédicats. Donc le pluralisme métaphysique, par exemple, défend qu'il y a au moins deux propriétés de vérité, alors que le pluralisme linguistique défend qu'il existe au moins deux prédicats de vérité. Et pour finir, on peut défendre une thèse modérée ou une thèse forte. Un pluraliste modéré pense qu'il existe au moins deux façons d'être vrai et qu'il est possible qu'au moins d'une d'elles est partagée par toutes les propositions vraies. Ce qui n'est pas le cas pour le pluraliste fort. Le pluraliste fort pense qu'il n'y a aucune propriété ou aucun prédicat de vérité qui est partagé par toutes les propositions. Donc on a 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 thèses en tout. Pour leurs relations, pour compliquer un peu la chose, on va passer à leurs relations. Alors, toutes les thèses modérées sont compatibles entre elles. Il est possible d'être un moniste et un pluraliste linguistique modéré, tout en étant un moniste et un pluraliste métaphysique modéré. Toutes les thèses modérées sont compatibles avec leur contrepartie forte. On peut par exemple être un moniste métaphysique modéré et un moniste métaphysique fort. Les thèses linguistiques sont compatibles avec les thèses métaphysiques. Il est possible de penser qu'il existe un et un seul prédicat de vérité, mais qu'il existe 2, 3 ou 4 propriétés de vérité auxquelles ce prédicat fait référence. En fait, les seules thèses incompatibles sont les thèses fortes. Un pluralisme linguistique fort est incompatible avec les deux pluralismes linguistiques. Les deux monismes linguistiques. Et un monisme linguistique fort est incompatible avec les deux pluralismes linguistiques. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec cette classification. En fait, elle est intéressante parce qu'elle montre toute la diversité des pluralismes possibles, tout en explicitant leurs revendications. Le problème, c'est qu'elle date de 2010 et que les thèses de Klossman-Wright sont principalement antérieures. Et comme nous allons le voir, il y a certains critiques des thèses de Wright qui l'ont justement pris comme défendant un pluralisme différent de celui qu'il proposait. Principalement parce que Wright n'était pas toujours très explicite et qu'il n'utilisait pas la distinction entre prédicat et propriété. Donc on a vu les deux raisons pour présenter le pluralisme halachique. Là, je fais un petit résumé. Il permet de résoudre le scoop problem, de définir un prédicat de vérité de façon satisfaisante. Il permet aussi de recentrer le débat réalisme et antiréalisme sur l'ontologie. On a vu la différence entre prédicat et propriété. Un prédicat est un objet linguistique qui fait référence à une propriété qui est extra-linguistique et qui possède des caractéristiques que ce prédicat ne dévoile pas. Puis on a vu la classification des réalismes, des pluralismes. Pardon. Pour la suite du programme, je vais vous présenter la théorie pluraliste de Klossman-Wright, telle qu'elle a été décrite dans Truth and Objectivity en 1992
Saving the Differences en 2003. Et comment elle a été légèrement révisée dans Proof and Pluralism en 2013. Donc c'est très récent. Pour ça, on va commencer par voir quelles sont les choses qui peuvent être vraies, qui sont truth apt. Ensuite, on va donner une analyse conceptuelle de la vérité, à la fin de laquelle on aura un unique concept de vérité. Puis on va voir comment cet unique concept peut être réalisé par plusieurs propriétés de vérité. Ça permettra aussi de voir quelques exemples des propriétés de vérité qui sont antiréalistes et qui sont réalistes. Donc ça, c'est pour la partie sur le pluralisme de la vérité. Ensuite, je voulais vous parler de 3 problèmes qui sont posés au pluralisme de la vérité. Le problème des inférences mixtes, des propositions composées et du prédicat de vérité universelle. Ce sont 3 problèmes qui apparaissent dès que la thèse pluraliste de l'existence de 2 ou plus prédicats de vérité est postulée. Et ces problèmes montrent qu'en fait, il n'est pas possible de défendre tous les pluralismes qui ont été donnés dans la classification. Donc voilà pour le programme. Donc, avant de procéder à l'analyse conceptuelle de la vérité, Crispin Wright se demande quels sont les discours qui peuvent être vrais. Certains sont peut-être étonnés que j'ai parlé de la vérité des énoncés comiques en introduction. On pourrait penser que des énoncés comme les spectacles de Louis C.K. sont drôles, sont l'expression d'un sentiment envers ces spectacles et que la vérité n'a rien à voir avec tout ça. On va dire que les énoncés comiques sont des énoncés qui viennent du discours traitant du comique, non des énoncés dont on peut se moquer. Ces énoncés comiques ont 3 caractéristiques. Il est possible d'avoir des attitudes propositionnelles envers eux. C'est-à-dire qu'il est possible de croire, penser, craindre la proposition que les vidéos du joueur du grenier sont drôles. Ce qui n'est pas possible pour les ordres. Il n'est pas possible de craindre « écoute le séminaire ». Craindre peut-être, il n'est pas possible de croire cet ordre. De plus, tout énoncé comique a également une négation qui a du sens. Un exemple de négation qui a du sens, c'est les spectacles de Louis de Funès ne sont pas drôles. Et pour finir, il est possible de faire figurer les énoncés comiques comme antécédentes conditionnelles. Donc à la place du P, dans des énoncés de type si P, alors Q. Si les spectacles de Louis de Funès ne sont pas drôles, alors les spectacles de Louis C.K. ne sont sûrement pas drôles non plus. En le fait qu'ils puissent figurer comme antécédents dans des implications est pour certains auteurs comme Peter Gitch la marque distinctive des énoncés capables d'être vrais. Ces 3 critères, 1. De pouvoir être l'objet d'attitudes propositionnelles, 2. D'avoir des négations qui ont des significations, et 3. De pouvoir être l'antécédente conditionnelle, sont ce que Crispin Wright appelle des critères de syntaxe. En plus de ces critères de syntaxe, il y a des critères de discipline. Ces critères sont appelés comme ça parce qu'ils disciplinent l'utilisation des propositions. Ils montrent que les énoncés comiques sont soumis à une norme, la norme de garantie d'assertabilité, ou warranted assertability. Ce nom un peu barbare indique juste que les énoncés ne sont pas assertés sans raison. Si par exemple j'affirme qu'il est vrai que les spectacles de Louis C.K. sont drôles, vous pouvez me demander pourquoi. Et je dois alors vous donner une raison, une garantie pour mon assertion. En l'occurrence, Louis C.K. a un humour absurde de situation, donc ces spectacles sont drôles. Nous avons donc 2 types de contraintes qui pèsent sur les énoncés. Les contraintes de syntaxe et le fait d'être soumis à la norme de garantie d'assertabilité. Pris ensemble, ces contraintes de syntaxe et de discipline déterminent quels sont les discours qui ont un contenu assertorique. Pour Wright, je cite, « Un discours devrait être reconnu comme traitant avec un contenu assertorique juste quand ses énoncés sont sujets à certaines contraintes minimales de syntaxe et de discipline. » Dans Comrades Against Quietism, 2003, page 128.
Un tel discours assertorique est banalement un discours qui contient des assertions. Alors, je vais juste faire un point sur des assertions. En anglais, en fait, on utilise le terme assertion, qui n'a pas de vrai équivalent français, à part assertion, mais on peut difficilement dire asserter comme verbe. Donc vous pouvez librement le substituer par affirmer, qui est plus ou moins équivalent. Voilà, donc ça c'était pour l'aparté sur les assertions. Donc Wright défend ici un minimalisme assertorique. Il suffit que les énoncés miment le fonctionnement des assertions pour pouvoir les considérer comme des assertions. Les assertions sont principalement déterminées par des contraintes syntaxiques de surface et non par des contraintes sémantiques de fond. On pourrait se demander ce que ça a à voir avec la vérité. Eh bien, Crispin Wright n'est pas seulement un minimaliste de l'assertabilité, mais aussi un minimaliste de l'aptitude à la vérité. Et je cite encore, « Tout discours traitant avec un contenu assertorique va permettre la définition d'un prédicat sur ses énoncés, prédicat qui sera un prédicat de vérité selon la proposition minimaliste. » Même référence. Crispin Wright a donc déterminé quels sont les discours qui sont capables d'être vrais, qui sont truth apt. Tous les discours assertoriques sont capables de vérité. Et les discours assertoriques sont juste ceux dont le contenu est soumis à des contraintes de syntaxe et de discipline. Selon les propositions peuvent être l'objet d'attitudes propositionnelles, qui ont des négations qui ont une signification, qui peuvent être l'antécédent conditionnel pour la syntaxe. Et dont les propositions ont des raisons pour être assertées pour la discipline. Maintenant, Wright va procéder à l'analyse conceptuelle de la vérité. Pour cela, il propose ce qu'il appelle une network analysis de la vérité, une analyse en réseau du concept de vérité. Donc traditionnellement, pour définir un terme, on donnait un énoncé d'identité. Donc par exemple, un objet X est de l'eau, si et seulement si X est incolore, inodore, présent dans les lacs et chimiquement neutre. Or, les théories traditionnelles de la vérité ont toutes tenté de définir la vérité de cette manière. Mais le scoop problem indique qu'elles n'ont pas réussi à donner des conditions nécessaires et suffisantes, satisfaisantes, pour définir la vérité. Wright tente donc une autre approche. Il propose une élucidation du concept de vérité passant par des platitudes ou principes. Il pense qu'il est possible de définir la vérité de façon non formelle, en donnant un ensemble de platitudes reliant la vérité à d'autres concepts qui lui sont proches. En parlant de cette démarche en 2013, il va la caractériser comme suit. Je cite encore. « J'étais proche de l'idée que la bonne chose à penser d'une quête de l'analyse du concept de vérité est que ce que les philosophes devraient faire est donner une description sensible de ces connexions constitutives avec d'autres concepts qui, s'y fait suffisamment bien et d'une manière adéquatement élaborée, va identifier ce concept ou capturer son essence conceptuelle d'une façon essentiellement relationnelle ou en réseau. Plurality of Pluralism, page 128 également. Donc par exemple, je vais donner un exemple de genre de platitude qui peut caractériser la vérité. Par exemple, asserter une proposition que P est présenter P comme vrai. C'est une platitude qui relie la vérité à l'assertion. En remplaçant P par une proposition, on peut par exemple avoir l'énoncé « affirmer que ce séminaire est à l'école normale supérieure ». C'est affirmer que l'énoncé « ce séminaire est à l'école normale supérieure » est vrai. Une liste des platitudes sera donnée un peu plus tard. Et avant ça, je voudrais m'arrêter sur le terme de platitude qui n'est peut-être pas très bien choisi par Crispin Wright. Dans Truth and Objectivity, Crispin Wright n'est pas encore fixé sur la manière dont il doit nommer ses énoncés. En plus de les nommer platitudes, il les nomme aussi principes basiques, principes fortement intuitifs, lois a priori fortement intuitives, ou encore axiomes. Et c'est seulement dans ces articles postérieurs qu'il va adopter l'appellation de platitude. Mais ce n'est pas parce que ces principes sont appelés
des platitudes qui ne sont pas informatifs, sont juste des principes fortement intuitifs, qui relient la vérité à d'autres concepts. Ils permettent alors de déterminer les caractères essentiels de la vérité, caractères qui sont principalement relationnels. Ces platitudes ne sont pas non plus incontestables. En fait, Wright laisse ouvert la discussion de savoir quelles sont les platitudes qu'il faudra inclure dans la liste. Donc je vais rapidement vous donner la liste des platitudes. Tout au long de Truth and Objectivity, il donne des platitudes à divers chapitres. Et en 1999, dans son article Truth, a Traditional Debate Reviewed, il les regroupe sous des types. Et c'est cette liste-là que je vais vous présenter. Le premier type est regroupé sous l'appellation de transparence et comprend des principes comme asserter un énoncé et le présenter comme vrai, que nous avons déjà évoqué plus tôt. Une autre platitude est que toute attitude propositionnelle envers une proposition est une attitude envers sa vérité. Donc par exemple, douter que la neige est blanche, c'est douter que l'énoncé la neige est blanche est vrai. Transparence comprend des principes qui permettent de passer d'une proposition à la vérité de cette proposition. Le deuxième type de groupe, c'est composition. Que tout contenu apte à la vérité a une négation avec une signification qui est également apte à la vérité. Mais aussi, l'aptitude à la vérité est préservée sous des opérations logiques, comme la conjonction, la négation. Composition est un groupe de principes qui permet de définir les connecteurs logiques du langage naturel en fonction de la vérité. Et bien évidemment, le prédicat de vérité devra respecter ces connecteurs. Il faut par exemple que la proposition « la neige est blanche et l'herbe est verte » soit vraie, si et seulement si d'un côté l'énoncé « la neige est blanche » est vrai, et de l'autre l'énoncé « l'herbe est verte » est vrai. Le troisième groupe est le groupe de correspondance. Un énoncé est vrai s'il correspond aux faits et décrit les choses telles qu'elles sont. Alors certains s'étonneront peut-être de trouver un principe qui ressemble autant à celui des théories correspondance que j'ai présenté en introduction. Alors que justement j'avais indiqué que l'une des motivations des théories pluralistes de la vérité, c'était l'échec de ces théories correspondance devant le scoop problem. En fait, pour Wright, les principes qui sont regroupés sous correspondance n'ont pas d'implication métaphysique. Le fait qu'un énoncé dise les choses telles qu'elles sont n'implique pas que les choses dont il parle existent. Un autre groupe, le quatrième, est contraste. Il permet de différencier la vérité de la garantie d'assertabilité. Il comprend des principes comme un énoncé peut être justifié sans être vrai, que la vérité est distincte de la norme qui régit les assertions. Il montre en somme que la vérité d'une proposition n'est pas une raison suffisante pour l'asserter. On peut par exemple dire « le nombre d'étoiles de l'univers est pair », sans avoir de raison particulière pour l'affirmer. Ça n'empêche pas que cet énoncé peut être vrai. Deux autres groupes qui sont peut-être plus connus pour être associés à la vérité sont absoluité et stabilité, qui résument en somme que la vérité ne vient pas par degrés et que la vérité est stable. Un énoncé qui est vrai une fois sera toujours vrai. Et le dernier groupe, enfin, c'est l'opacité, qui est là pour indiquer les limites proprement humaines de la connaissance de la vérité. Un agent peut être situé de façon à ce que certaines vérités lui soient inaccessibles et que certaines vérités ne sont jamais connues, même en principe. Donc, je peux te poser oui, une question. D'abord, quand tu dis on peut dire que le nombre d'étoiles est pair, et puis au fond on n'a pas vraiment de raison, mais ça peut être vrai. Du coup, pour lui, ça veut dire qu'on peut avoir des propositions vraies, même si on ne sait pas qu'elles sont, si on n'a pas de preuves qu'elles sont vraies. En un sens, il ne distingue pas connaissance vraie et croyance vraie de manière contingente, par exemple. Pour lui, ça reste de la vérité, qu'elle soit fondée ou non, en quelque sorte. Tout à fait. Enfin, après, justement, ça dépend du domaine de discours dans lequel on se place. D'accord.
Mais il y a certains énoncés qui peuvent être vrais sans qu'on ait aucun moyen de le savoir, en fait. Ouais. Mais du coup, la vérité n'est pas liée à l'idée de connaissance chez lui. C'est-à-dire que... Si. Si. Disons qu'elle est partiellement indépendante de l'idée de connaissance. Il y a des énoncés dont on ne peut jamais connaître la vérité. D'accord. Qui sont peut-être vrais. Qui sont peut-être vrais, qui sont peut-être faux. D'accord. Donc en fait, la propriété est vraiment intrinsèque à l'énoncé. Tout à fait. Elle n'est pas reliée à des justifications de croyance, quoi. Parce que Wright veut aussi sauvegarder d'un côté l'intuition réaliste, qui a, dans certains domaines de discours, une vérité et correspondance, où ce soit le monde qui décide si l'énoncé est vrai ou s'il est faux, et que ce soit pas lié à une signification, ou à la connaissance, ou au moyen que nous avons de connaître le monde. D'accord. Autre question, qu'est-ce que ça veut dire exactement une correspondance entre l'énoncé et donc une réalité dont on ne postule pas pour autant l'existence? Est-ce que ce serait par exemple dans un système irréaliste de type berkeleyien, le fait qu'on ait des sensations de choses et que les choses n'existent pas nécessairement, mais peut-être ne sont que des idées ou stimulations de nos sens? Dans ce cas, ce serait une adéquation avec les sensations ou les stimuli perceptifs plutôt qu'avec une réalité. Oui, bah en fait, ce groupe de correspondance, il m'a toujours posé un problème parce qu'il met d'un seul trait un énoncé est vrai s'il correspond aux faits et s'il dit les choses telles qu'elles sont. Et en fait, je pense que il a un peu du mal à vraiment le formuler de façon explicite. Parce que d'un côté, il va utiliser cette notion de correspondance, qui normalement est assez engagée ontologiquement. Et de l'autre, il va utiliser cette notion anti-réaliste de dire les choses telles qu'elles sont, qui est en fait un peu neutre. Et il les regroupe sous la même appellation. Ouais. Donc, pourquoi c'est plus neutre de dire les choses telles qu'elles sont? Parce que déjà, le telles qu'elles sont, en un sens, ça veut dire qu'on a un accès à leur être. Disons que... Enfin... Ouais, oui. Ou alors est-ce qu'il veut dire simplement phénoménalement, telles qu'elles apparaissent? Oui, telles qu'elles apparaissent. Mais, enfin... disons qu'on a toujours besoin... on a besoin d'une notion de vérité, même dans des concepts antiréalistes. Typiquement, dans des schèmes conceptuels à la Quine, il y a aussi une notion de vérité cohérence. Il y a aussi un monde auquel sont comparées les croyances du schème conceptuel. Oui. Mais même si ce monde est partiellement construit par l'intelligence, on peut utiliser les énoncés pour le décrire tel qu'il est. Dans la notion de décrire les choses telles qu'elles sont, il n'y a pas de lien fort avec l'essence des choses. C'est juste une description. D'accord. Une description des choses. Et juste dernier point sur l'idée que la vérité doit être atemporelle. Bon, là on parle de vérité universelle du coup, mais qui sont peut-être d'ordre plutôt logique que factuel en un sens, puisque j'imagine qu'il y a effectivement des faits qui peuvent valider un énoncé à un moment et puis l'invalider à un autre, et puis ça pose tout le problème des inductions dont avait parlé Goodman sur par exemple les propriétés du type bleu, un objet qui est bleu à un moment vers un autre, et pourquoi on n'utiliserait pas des prédicats de ce type qui incorporeraient du coup une temporalisation de l'énoncé de vérité, je veux dire. Qu'est-ce que ça signifie exactement, ce critère? En fait, Wright hésite à inclure absoluité et stabilité dans son groupe de platitudes. Il les inclut quand il discute du prédicat de vérité de Putnam dans Truth, Raison, Vérité et Histoire. Ouais. Justement parce que pour Putnam, la vérité est stable et absolue. Mais elle doit quand même être fondée sur des raisons que nous avons à asserter les énoncés vrais. Pour Putnam, dans mon souvenir, un énoncé est vrai si, dans des conditions épistémiques idéales, nous avons des raisons pour l'asserter.
Et Wright discute de ça dans Truth and Objectivity, mais je ne vais pas rentrer dans cette analyse-là parce que ça prendrait un peu de temps. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il postule justement ces deux principes qui pourraient caractériser la vérité, qui sont la stabilité et l'absoluité, pour les différencier de la simple justification d'un énoncé. D'accord. Ensuite, pour ce que ça veut dire, absoluité, c'est par exemple l'énoncé je suis ce soir au séminaire de l'ENS. Il peut être reformulé de manière à ce qu'il soit toujours vrai, en précisant la date, le lieu et toutes ces choses-là. Pour la stabilité, pardon. Et l'absoluité, c'est pour supprimer le fait qu'on dise c'est plus ou moins vrai. C'est en fait la justification. Un énoncé peut être plus ou moins justifié, mais il ne peut pas être plus ou moins vrai. Il est soit dans une logique bivalente, soit vrai, soit faux. Ouais. Dans une logique multivalente, il a plusieurs valeurs de vérité, mais il n'est pas plus ou moins une des valeurs de vérité. D'accord, ouais. Donc oui, c'est ça. Évidemment, on pense aux énoncés de la physique quantique, par exemple. Oui. On dirait simplement il a plusieurs valeurs de vérité. Il est à la fois complètement vrai, complètement faux. Ouais. En utilisant une logique plus multivalente, je pense. Ouais. D'accord. Ensuite, c'est évidemment une question peut-être à poser à Crispin Wright lui-même, ou du moins à creuser, vu qu'il existe. Où enseigne-t-il? Là, je me suis... Aberdeen, je crois. Oui, c'est ça. Parce que, oui, Germain a étudié à Aberdeen. Ah, d'accord. D'accord. Bon, excuse-moi pour l'interruption. Donc c'était la liste un peu pénible des principes. Le problème, c'est que... Enfin, le problème. Disons que la plupart des théoriciens pluralistes de la vérité, en fait, sont passés par une définition de la vérité en fonction de ces principes. Donc c'était un peu un passage obligé pour vous y introduire. Il faut juste remarquer que chacun de ces 7 groupes indique des caractères essentiels de la vérité. La transparence indique qu'affirmer un énoncé est équivalent à dire qu'il est vrai. La composition, que la vérité permet de définir les connecteurs en fonction de la vérité. La correspondance indique que les énoncés vrais disent les choses telles qu'elles sont. Que contraste indique que la vérité est différente de la garantie à être assertée. Absoluité indique que la vérité ne vient pas par degré. Stabilité, que la vérité ne change pas. Et opacité, que certaines vérités ne nous sont pas accessibles. On va maintenant passer à la définition de la vérité selon Wright. Comme son nom l'indique, le nom de sa théorie l'indique, le minimalisme. Wright n'est pas seulement un minimaliste de l'assertabilité, un minimaliste de l'aptitude à la vérité, mais aussi un minimaliste de la vérité. Je cite. La conception minimaliste de la vérité est, pour résumer, qu'il est nécessaire et suffisant pour un prédicat d'être qualifié comme un prédicat de vérité, de satisfaire chaque ensemble basique de platitudes concernant la vérité. Donc tout domaine de discours apte à la vérité, c'est-à-dire tout domaine de discours assertorique permet de définir un prédicat de vérité qui satisfait les 7 principes. Et sera donc un prédicat de vérité. Ce sera, pour Wright, un prédicat de vérité minimal. Ce prédicat de vérité minimal est lightweighted. Il n'est pas réaliste, il est en fait par défaut anti-réaliste. Et pour Wright, cette implication est rendue vraie par la 3e grande thèse avancée, que tout discours assertorique va permettre la définition sur ces énoncés d'un prédicat de vérité minimal. Il est ici vital pour la revendication que les discours assertoriques ne soient pas démarqués par des caractéristiques profondes de leur contenu qui pourraient être cachés par des caractères syntaxiques de surface, mais qu'ils soient démarqués par des contraintes syntaxiques, des contraintes de syntaxe et de discipline portant sur leur contenu. Truth and Objectivity, page 74. Pour Wright, le prédicat de vérité minimale doit par défaut être considéré comme antiréaliste. C'est-à-dire que les théories antiréalistes sans engagement ontologique particulier peuvent l'utiliser sans problème. Alors ça peut peut-être paraître étrange, parce que j'ai précisé en introduction que
la théorie de Wright pouvait servir à faire avancer le débat entre réalisme et antiréalisme. Maintenant, je vous dis que son prédicat est par défaut antiréaliste. C'est parce qu'on a pour l'instant beaucoup parlé de minimalisme et de définition de la vérité, mais pas encore vraiment du pluralisme, ce qui est d'ailleurs le sujet théoriquement de ce séminaire. En effet, si le prédicat minimal est peu chargé métaphysiquement, s'il est lightweighted, il existe aussi certains prédicats qui sont lourdement chargés métaphysiquement, ou heavyweighted. L'idée de Wright est de suivre les enseignements du scoop problem, de ne pas faire porter la charge ontologique sur le prédicat de vérité générale, c'est-à-dire sur le prédicat de vérité minimale. Mais dans certains discours, il sera possible de définir un prédicat heavyweighted ou chargé métaphysiquement. Un discours est par exemple les mathématiques, la physique, le comique, la biologie. C'est un ensemble d'énoncés qui sont intuitivement reconnus comme formant un groupe. Alors Wright admet que cette conception est un peu vague, mais il fait ici appel au sens commun, puisque normalement on sait quand est-ce qu'on parle d'objets mathématiques et quand on parle de nourriture, pour le domaine gastronomique. La proposition de Wright est alors que pour qu'un discours... pour un discours comme la physique, il est possible de définir un prédicat qui aura des caractéristiques réalistes. C'est possible en ajoutant soit des contraintes supplémentaires sur les 7 groupes de platitudes, soit sur le domaine de discours. Et des exemples sont donnés un peu plus tard. Avant, je voudrais juste préciser que ça ne fait pas du concept de vérité un concept ambigu. Et je dis ça parce que certains critiques de Wright l'ont pris comme défendant l'existence de plusieurs concepts de vérité, ou plusieurs prédicats de vérité. Je pense notamment à Christine Tapollet, dont nous allons reparler lors du problème des inférences mixtes. Petit, Sainsbury et Michael Lunch, ils sont en référence au dos. Et vu comme je vous ai présenté le point de vue de Wright avec les citations que j'ai mis à votre disposition, ça peut se comprendre. Je pense que cette confusion a eu lieu parce que Wright ne fait pas clairement la distinction entre prédicat et propriété de vérité, avant 2001. Et pourtant, il s'est défendu dès 1996 que Truth and Objectivity affirmait que la vérité n'est pas ambiguë. Pour Wright, je cite, dans Response to Jackson, 2003, page 58, un terme ambigu va autoriser 2 ou plus types d'explications différentes, chacune déterminant une extension différente pour le terme. Donc par exemple, le mot mineur est ambigu, parce qu'il peut faire référence soit aux personnes qui ont moins de 18 ans, soit aux gens qui travaillent dans les mines. Or, pour Wright, il y a un seul concept de vérité. Et il y a 2 principales raisons pour ça. Alors, en fait, à partir de 2001, il va caractériser rétroactivement sa vue comme défendant un monisme linguistique fort, donc un seul concept de vérité, doublé d'un pluralisme métaphysique modéré. Donc le concept de vérité n'est pas ambigu parce que, premièrement, toutes les propriétés qui satisfont les platitudes satisfont un unique concept de vérité. Donc ce sont des platitudes différentes, et ce sont certes des propriétés différentes, mais l'essence du concept est fixée par les platitudes. Et les platitudes fixent justement un concept unique, non plusieurs concepts de vérité. La deuxième raison pour laquelle le mot vrai n'est pas ambigu, c'est une raison technique. En fait, à partir des travaux de Tarski sur la vérité, les théories de la vérité acceptent généralement qu'un prédicat de vérité doit obéir à un schéma du type P est vrai si et seulement si P. Donc par exemple, la neige est blanche si et seulement si la neige est blanche. L'énoncé la neige est blanche est vrai si et seulement si la neige est blanche. C'est le schéma d'équivalence. Et en fait, à partir de ce schéma d'équivalence, il est possible de dériver une équivalence qui fait que si jamais il y a 2 prédicats de vérité
dans un même domaine de discours, ils seront coextensifs. Donc par exemple, on va prendre un domaine au hasard, la physique, et on va dire qu'il y a deux prédicats de vérité, correspondent à des faits, et être cohérent avec un ensemble idéal de croyances. Et en fait, à partir du schéma d'équivalence, il est possible d'obtenir l'équivalence. P correspond à des faits, si et seulement si P est cohérent avec un ensemble idéal de croyances. Donc même s'il y a deux prédicats de vérité différents dans un même domaine de discours, ils seront coextensifs. En appliquant la définition d'ensemble, qui est utilisée en philosophie analytique pour définir les prédicats, ils seront égaux. Donc pour ces deux raisons, coextensivité au niveau du domaine de discours et satisfaction uniforme des mêmes platitudes, le mot vrai ne peut pas être ambigu. Donc juste avant de vous préciser ce point sur l'ambiguïté, j'étais en train de vous parler du pluralisme des propriétés de Cospin-Wright. En plus de donner une conception minimaliste du prédicat de vérité, il a aussi donné des exemples de propriétés de vérité qui le réalisent. Certaines sont réalistes, d'autres antiréalistes. En 1992, Wright propose 3 propriétés de vérité qui peuvent satisfaire son prédicat de vérité minimale. La première propriété est la superassertabilité. Donc, une proposition est superassertible si et seulement si il existe d'un côté une garantie pour cette proposition, c'est-à-dire il existe une raison pour l'affirmer, et de l'autre, cette proposition reste garantie sous toute augmentation de notre connaissance. Donc même si on mène une enquête arbitrairement longue ou arbitrairement précise, une proposition superassertible doit rester garantie. Si nous avons par exemple une raison pour affirmer que ce séminaire a lieu tous les jeudis à 16h30, mais qu'après vérification on se rende compte qu'un jour il a eu lieu un peu plus tôt, ça veut dire que l'énoncé le séminaire sur le pluralisme a lieu à 16h30 n'est pas superassertible. Oui, c'est un peu banal, mais bon. Je ne vais pas vous faire la démonstration pour prouver que la superassertabilité satisfait toutes les platitudes, parce qu'elle est vraiment très technique. Il faut juste savoir que la superassertabilité est une propriété de vérité uniquement pour les discours qui sont essentiellement contraints par les évidences, c'est-à-dire pour les discours où la vérité d'une proposition est toujours connaissable en principe. C'est un point important parce que sinon on peut obtenir des contre-exemples comme la proposition que la neige est blanche est vraie si et seulement si il est super assertible que la proposition que la neige est blanche soit vraie, et ce qui n'est pas le cas pour des raisons techniques. Bon. Donc je vais pas rentrer là-dedans. Enfin, sauf si lors des questions vous me demanderez, mais bon. Donc par exemple... C'est intéressant par ailleurs, hein, si tu peux préciser, parce que là, j'avoue que moi je suis un peu dans le flou, à vrai dire. Je sais pas vous. En fait, c'est lié... Il rejette, c'est lorsqu'il discute de la proposition du prédicat de vérité de Putnam, selon laquelle un énoncé est vrai, s'il est assertible sous des conditions épistémiques idéales. Bon, c'est vraiment technique, mais ce prédicat de vérité pour Wright n'est pas satisfaisant parce qu'il est possible de dériver l'équivalence suivante. On va appeler P une proposition quelconque. Il faut qu'en fait le prédicat de vérité de Putnam vérifie P est assertible sous des conditions épistémiques idéales, si et seulement si il est assertible sous des conditions épistémiques idéales, que P est assertible sous des conditions épistémiques idéales. Donc par exemple, si je suis pleinement éveillé, j'ai une vision normale, et toutes ces choses-là qui font que je suis dans une condition épistémique idéale, pour asserter que la neige est blanche, et que j'ai devant moi un beau tas de neige bien blanche, il faut aussi, de l'autre côté, que je sois dans des conditions épistémiques idéales pour savoir que j'ai une vision parfaite, un beau tas de neige blanche devant moi,
et toutes ces choses-là. Et en fait, généralement, ce n'est pas le cas. Ouais. On peut être dans des conditions épistémiques idéales, mais généralement, on n'est pas dans des conditions on peut épistémiques régresser pour le à savoir. l'infini. C'est-à-dire qu'après, on pourrait dire qu'il faut avoir des conditions épistémiques idéales pour savoir qu'on a des conditions épistémiques idéales sur le fait qu'on ait des... Précisément. qu'on sache qu'on a des Et conditions en épistémiques fait, idéales. mais la régression à l'infini n'est pas... Enfin, parfois elle marche pas. Et en l'occurrence, là, dès la deuxième étape, ça marche pas. Oui, c'est ça. Non, mais c'est d'autant, enfin, c'est d'autant plus compliqué que, de toute façon, ça n'a pas de fin. Oui. Bah, Et puis, on peut avoir une vision qui a des erreurs, mais si on est conscient de ces erreurs et quels effets elles ont, n'est-ce pas ça résout. Oui, mais enfin, la conscience du fait que la condition épistémique n'est pas idéale est en quelque sorte une condition épistémique idéale, si je me trompe pas. Oui, enfin... Disons que le prédicat de vérité, il doit à la base respecter le schéma P est vrai si et seulement si P. Mais ça veut aussi dire qu'il doit respecter le schéma, entre parenthèses, P est vrai, si et seulement si P est vrai. Et quand on dit que la vérité, c'est être justifié sous des conditions épistémiques idéales, on se retrouve dans cette situation où on peut justement savoir que la neige est blanche dans des conditions épistémiques idéales, sans être dans des conditions épistémiques idéales pour savoir qu'on a ces conditions. Ouais. Du coup, le prédicat être dans des conditions épistémiques idéales ne respecte pas le schéma d'équivalence, donc il ne peut pas être un prédicat de vérité satisfaisant. Ouais. D'où Wright qui défend la superassertabilité comme étant une des propositions de vérité qui va satisfaire le schéma d'équivalence. Et en fait, le problème, il va démontrer sur une longueur de plusieurs pages et avec des raisonnements extrêmement complexes que justement, il est super assertible qui est super assertible que P, si seulement si il est super assertible que P. En se servant de conditions suffisantes a priori. C'est... Bon. Ça vaut ce que ça vaut. Mais disons que disons que c'est une proposition. Donc la superassertabilité, c'est le fait qu'un énoncé, on a une garantie pour affirmer l'énoncé. Et que même si on augmente nos connaissances et qu'on fait une recherche, cet énoncé reste garanti. Donc si à un moment donné, on sait que la neige est blanche parce qu'on voit de la neige devant nous. Juste pour être bien clair sur ce que tu dis, parce que c'est complexe, ça va vite. En gros, là, on a un critère unique, on va dire, de vérité minimale, même si après, au niveau des contextes, etc., il peut se densifier ontologiquement. Là, il est plutôt... il fait pas de thèse sur la réalité, ou même il est plutôt anti-réaliste. Okay. Et ce critère-là, de vérité qui en fait... et au niveau des prédicats, c'est sur qu'est-ce que c'est qui fait qu'un énoncé peut être dit vrai, il est mis face à des propriétés de vérité, c'est-à-dire qui concernent cette fois ce dont on parle, c'est ça, les propriétés. Pour le coup, désolé, mais tout à l'heure tu parlais de l'eau en disant voilà, c'est ce qui est composé d'H2O, etc. Donc on a l'impression que ça veut dire être du côté de ce dont on parle, mais... bon, alors ce n'est pas ça. Non, c'est une bonne remarque. Disons que par défaut, les objets ne sont pas vrais. La pomme n'est... ouais. Ça peut être une copie d'une pomme, mais c'est pas une fausse pomme ou une vraie pomme. Mm-hmm. Donc la propriété de vérité, elle sera toujours du côté du langage. Et en fait, la différence entre prédicat et propriété, c'est juste que prédicat, c'est le mot pour dire que la propriété est appliquée à un objet. Alors évidemment, vu que c'est la vérité, ça existe pas de façon sensible, donc c'est toujours conceptuel et ça va toujours rester un peu dans le langage. Ouais. Je sais pas si ça t'éclaire. C'est tout simplement métalinguistique. Oui, c'est ça. Il parle sur l'usage d'un mot pour désigner un objet dans le monde extra-linguistique. Oui. La propriété de vérité, typiquement, pour les pluralistes de la vérité, la propriété est multiréalisable. C'est-à-dire qu'elle peut être
instanciées par différentes propriétés dans différents discours. Et ça, c'est une... Test de Frege, ou... Alors Frege, je non ne sais pas. Ouais, la vérité non redondante. Le critère et le fait que deux propriétés peuvent être substituées dans un même contexte pour réaliser la même valeur de vérité, en gros. C'est ça le critère de base, mais avec qui reçoit une superstructure de critères dans la théorie minimaliste de Wright, si je comprends bien. Bah, ça peut venir de là, mais disons que la réalisation et la satisfaction des platitudes, je pense que c'est plutôt tiré du fonctionnalisme en philosophie de l'esprit. Où par exemple, ils défendent qu'un état mental, un état psychologique, il peut être réalisé par différents états neuronaux. On peut avoir une certaine configuration de nos neurones qui fait que on ressent de la joie ou de la douleur. Maintenant, il y a plusieurs animaux qui ressentent de la joie et de la douleur, qui ont des constitutions neuronales qui sont très différentes des nôtres. Donc à partir de là, ils se disent, on a une certaine propriété fonctionnelle, la douleur, qui est multiréalisable, qui est réalisable par différents états neuronaux dans différentes créatures. Mhm. Et c'est des états neuronaux qui sont de types différents. Et pour la théorie de la vérité, c'est un peu analogue. On a un concept de vérité qui peut être réalisé par différentes propriétés dans différents domaines de discours. Mhm. Je ne sais pas si ça est clair. Ouais, d'accord. Oui, donc la superassertabilité est un prédicat antiréaliste. Mais alors, Ah oui. désolé, Vas-y, du coup, cette je t'en prie. super-assertabilité, c'est un critère qui satisfait le premier critère pour dire qu'un énoncé est vrai. Pardon. Alors- Enfin, surtout, est-ce que ça existe des énoncés super assertibles? Justement, Wright propose que la superassertabilité, c'est le prédicat de vérité pour les énoncés, pour les discours comiques et moraux. Là, je vais D'accord. peut-être donner un exemple. Ouais. Les spectacles de Louis C.K. sont drôles. Si et seulement si on a une raison actuelle pour affirmer qu'ils sont drôles. Donc, par exemple, on est un de ces spectacles et on voit qu'ils sont drôles. Et que toute enquête qui augmenterait nos connaissances, toute enquête qui augmenterait nos connaissances, qui peut être menée d'une façon arbitrairement longue. Donc c'est pas forcément on collecte toutes les informations sur les spectacles de Louis C.K. Même si quelqu'un n'a pas envie de faire l'enquête, il n'en fait pas et c'est arbitrairement long, D'accord. ça fonctionne, et arbitrairement précise. Si une enquête qui augmente nos connaissances, elle continue à justifier l'énoncé que les spectacles de Louis C.K. sont drôles. À ce moment-là, elle est super assertible. Mhm. Et justement, Wright propose que c'est comme ça que la vérité fonctionne en comique. D'accord. C'est discutable, mais c'est une proposition. Donc tu disais qu'il y avait 3 propriétés de vérité, super assertibilité et Les deux autres, je vais peut-être juste vous les esquisser du coup. C'est en fait, il essaye de contraindre la relation de correspondance. Il essaye de donner un critère réaliste à ça. Et pour ça, il y a 2 moyens. Soit on rend la relation de correspondance réaliste, soit on rend les faits dans le monde réalistes. Donc pour rendre la relation de correspondance réaliste, c'est ce qu'il appelle dans Truth and Objectivity la commande cognitive. Globalement, il contraint la relation de correspondance pour que ce soit une représentation du monde. Que par exemple, les propositions représentent les états du monde tels qu'ils sont vraiment. Et la commande cognitive a une implication, c'est que dans ces domaines de discours-là, s'il y a un désaccord sur la vérité d'un des énoncés, ce désaccord, il est forcément dû à une faute de cognition. Donc par exemple, si
On va supposer que si je parle de la neige, ça soit contraint à la manière de la commande cognitive. À ce moment-là, si par exemple tu me dis que la neige n'est pas blanche, il faut forcément qu'au moins d'un de nous deux se soit trompé quelque part. En fait, la vérité, le désaccord ne vient pas de la justification, parce que la justification est dans le monde et c'est elle qui détermine vraiment la valeur de vérité des énoncés. Le désaccord vient d'une erreur d'une des deux personnes. Donc ça, c'était pour contraindre la relation de correspondance. Et contraindre les faits, c'est simplement... c'est les rendre réalistes, en fait. Et ça, je vais juste donner l'idée, mais... c'est de les faire figurer dans des explications de phénomènes différents. Alors, attends, excuse-moi, ça signifie quoi au juste? Disons qu'on doit expliquer pourquoi on se fait ce séminaire sur les... Ouais. C'est peut-être pas un bon exemple, parce que du coup, il n'y a rien de réaliste dans le monde pour l'expliquer. Pourquoi les bouteilles d'Évian contiennent de l'eau? Il y a sûrement des faits que le fondateur d'Évian, je ne sais pas, avait un lac près de lui ou a acheté une parcelle de terrain près du lac. Donc ça, c'est par exemple le fait qu'il ait acheté une parcelle de terrain près d'un lac. C'est une explication pourquoi les bouteilles d'Évian contiennent de l'eau. Maintenant, le fait qu'il ait acheté une parcelle de terrain pour un lac, ce fait peut être utilisé pour d'autres explications. Ouais. Et en même temps, on peut utiliser 1000 autres explications. Pour justifier qu'il y ait de l'eau dans une bouteille d'Évian. Tout à fait. Et Crossman-Wright propose qu'en fait, si on utilise un même fait pour des explications qui n'ont rien à voir, ça fait que ce fait a une plus grande profondeur ontologique, qu'on a plus tendance à croire à son existence. En fait. D'accord. Et c'est comme ça qu'il contraint les faits. En fait, d'accord. Et en contraignant les faits, on permet une meilleure correspondance avec les énoncés, c'est ça? Oui. Et du coup, ça implique que une vérité d'un énoncé qui serait en rapport, en correspondance avec un fait, doit exister dans un ensemble d'énoncés qui font référence à ce fait, en quelque sorte. Pas toute seule. La vérité de l'énoncé ne peut pas exister toute seule dans ce cas. Puisque tu dis que le fait prend une densité ontologique du fait qu'il est utilisé dans des explications. Alors, c'est une très bonne question, mais il me semble pas que Wright la pose, donc je pense pas que je pourrais répondre. Bon. Typiquement, ça rapproche la vérité plus de la vérité comme cohérence, ce que tu dis. Ouais. Mais je pense que la visée de Wright, c'est vraiment d'en faire une théorie, un prédicat de vérité correspondance qui soit fort. Ouais. Qui soit théoriquement le prédicat de vérité correspondantiste classique, qui fait qu'on postule l'existence de faits dans le monde et d'objets dans le monde. Ouais. Je pense que c'est vraiment sa visée, en fait. Plutôt que de le rapprocher... Oui, je vois, mais on a l'impression que ça n'existe que dans tout un système holiste d'énoncés. Oui. C'est parce que, traditionnellement, on justifie... il faisait cette remarque parce qu'on justifie l'existence des faits par le fait qu'ils soient inclus dans des explications, dans des meilleures explications. Et Wright disait qu'en fait, ça ne prouvait pas forcément l'existence du fait, parce que si c'est des explications semblables ou toujours des mêmes phénomènes, pourquoi les bouteilles contiennent de l'eau, ça ne veut pas forcément faire que les objets existent. Lui, il proposait plutôt de faire en sorte que ce soit des explications différentes, que ce fait apparaisse dans des explications différentes, et non dans des explications semblables, ou dans la quantité d'explications possibles, qui fait que les faits existent. Les faits existent. Qu'ils aient plus de contenu ontologique. D'accord. Et donc pour un fait qui ne serait à la source que d'un événement qui l'expliquerait, et d'un seul,
il aurait une réalité extrêmement faible, il ne pourrait pas être Exactement. utilisé comme, Il aura beaucoup comme oui. En quelque sorte critère de vérité. Oui, comme Enfin, propriété, Ouais, oui. Il y a un terme un peu barbare, c'est vérifacteur. comme vérifacteur. Ouais. Mais oui, c'est ça. Il a vu qu'il n'a pas de consistance ontologique forte, il ne pourra pas vraiment être utilisé pour la relation de correspondance. Il peut être utilisé éventuellement avec d'autres propriétés de vérité. Ouais. Je continue? Oh, Je ne sais pas si bien vous avez sûr, des ouais. questions. En même temps, je vais peut-être accélérer. mais on peut t'interrompre comme ça au fur et à Oui, mesure, oui, ça te tout à dérange fait. pas. Non, non. Bon, de toute façon, bon. En fait, Wright, dans Truth and Objectivity, il se pose énormément de contre-arguments. Donc ces raisonnements sont d'une complexité folle, parce qu'à chaque fois, il fait « Ah, mais peut-être que quelqu'un objectera que si, à cet endroit-là. » Du coup, ça part dans des ramifications pas possibles. C'est pour ça que je suis passé peut-être aussi un peu vite sur les propriétés de vérité, et que Wright en dit beaucoup plus que ce que je vous présente ici. Mais ce qui est important, c'est juste de comprendre l'idée fondamentale, c'est que on peut prendre une propriété quelconque. Le troisième critère, c'était quoi? Ah oui, j'ai pas donné le nom, c'est portée du rôle cosmologique. The weight of cosmological role. Oui, c'est joli, mais bon, après. Ouais. L'idée, c'est juste qu'on peut prendre la propriété dans un domaine de discours particulier, la propriété préférée, et vérifier si c'est une propriété de vérité, en fait. Enfin, ou la construire comme on en a besoin. Il propose, d'ailleurs, dommage que Pyro soit pas là, il propose à un autre endroit que être cohérent avec les axiomes de Peano, ça peut être une propriété de vérité pour les énoncés d'arithmétique pure. Arithmétique pure, c'est juste pour éviter les problèmes liés à Gödel, en fait. Mhm. Et il fait une démonstration pourquoi ça satisfait les 7 critères et tout ça. D'accord. Et justement, enfin, il laisse libre à tout le monde d'imaginer les propriétés de vérité qui pourraient être des propriétés de vérité. Il faut juste qu'elles satisfassent les 7 critères donnés, et critères de syntaxe et de discipline. Donc ça, c'était pour le pluralisme à l'éthique, et vu qu'il reste pas beaucoup de temps, On peut dépasser un peu par ailleurs. Ouais, bah, je vais tronquer. Parce qu'en fait, là, il y a 3 problèmes qui se posent dès qu'on postule l'existence de 2 prédicats ou de propriétés de vérité. Problème des inférences mixtes, proposition composée et prédicat de vérité universelle. Et en fait, il en existe 2 autres. Ben bon, ça, à la base, je voulais pas vous le dire. 2 autres problèmes. Deux autres, non, en fait, ils sont tous générés de la même façon. Et après, c'est les propositions mixtes atomiques. Et l'autre, je m'en souviens même plus du coup. Partons du premier. Je vais partir du premier, ça va être plus simple. Donc en 1997, Christine Tapolet, pardon, c'est une Française, publie un article, Mixed Inferences, a Problem for Pluralism About Truth Predicates, dans laquelle elle développe le problème des inférences mixtes, justement. Donc elle part du constat que Wright autorise 2 types de prédicats de vérité, les prédicats minimaux, qui sont antiréalistes, comme la superassertabilité, et les prédicats chargés métaphysiquement, comme la commande cognitive ou la portée du rôle cosmologique. Voilà. Oui. Donc à partir de ce constat qu'il y a 2 types de prédicats de vérité, elle va proposer une inférence supposée valide. Alors, je m'excuse d'avance pour l'inférence parce qu'elle va peut-être paraître pas très philosophique. C'est les chats mouillés sont drôles, ce chat est mouillé, donc ce chat est drôle. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc les 2 prémices tombent sous des prédicats de vérité différents. La première, les chats mouillés sont drôles, si on suit la logique de Wright, est super assertible. Et la deuxième prémisse, ce chat est mouillé, correspond à un fait dans le monde, le fait que le chat est mouillé. Donc la première prémisse est peu chargée métaphysiquement, et la
seconde est lourdement chargée métaphysiquement. Maintenant, il faut remarquer que la validité est traditionnellement définie comme la conservation nécessaire de la vérité, des prémices et la conclusion. Et le problème, c'est que la conclusion, ici, elle est juste super assertible, et ne correspond pas à la réalité. Enfin, c'est donc ce chat est drôle, c'est un énoncé du discours comique, donc il est seulement super assertible. Et on a perdu un prédicat de vérité au passage. Donc c'est un peu problématique pour le pluraliste de la vérité. Dans son article de 2000, Proof Pluralism and Manu-Valued Logic Replay to Bear, Tapolet va décrire ce problème comme menant à un trilemme. Je vais juste faire un aparté sur Bell. En fait, il a proposé une réponse également en 2000. Qui ça, pardon? Bell, J.C. Bell, c'est un logicien qui travaille sur le pluralisme logique. D'accord. Et justement, ça offre des perspectives intéressantes sur le lien entre pluralisme de la vérité et pluralisme logique. Mais c'est une réponse qui est basée sur les logiques multivalentes, donc je voulais pas en parler ici non plus à cause du formalisme que ça impliquerait. Voilà, c'est la fin de l'aparté. Donc, Tapolet affirme que le problème des inférences mixtes mène à un trilemme. La première aile du trilemme est pour le pluraliste de nier la validité des inférences mixtes. Donc simplement, il dit hop, les inférences mixtes, c'est pas pour moi, c'est pas valide, et les autres, ça fonctionne très bien. Et évidemment, ça va pas, parce que l'inférence sur les chats, elle semble intuitivement valide, et que ce serait une hypothèse ad hoc, que le pluraliste pourrait pas vraiment justifier, si ce n'est que ces inférences posent un problème à son système. La deuxième solution pour le pluraliste serait d'introduire un prédicat de vérité supplémentaire, en fait. Un prédicat de vérité qui s'applique à toutes les prémices et à la conclusion, en plus du prédicat de superassertabilité et de correspondance. Le problème, c'est que si le pluraliste fait ça, il est obligé d'intégrer une thèse moniste à son pluralisme. La thèse qu'il existe un prédicat de vérité qui s'applique à tous les énoncés, où il y a aussi un prédicat de vérité pluraliste qui s'applique. Et la troisième aile du trilemme est de revoir la conception classique de la validité, ce qui est évidemment pas possible, parce qu'elle est encore très utilisée. Et voilà. De toute façon, on ne demande pas à une théorie de la vérité de réviser les conceptions de la validité, en fait. On lui demande d'être adéquate à ce qu'on fait en logique. Enfin, du moins pour la validité. Donc, les inférences mixtes, ça pose un vrai problème pour le pluraliste. Surtout que, pour quelqu'un qui n'est pas pluraliste, il aurait juste tendance à prendre l'aile 2. De dire, il y a un prédicat de vérité qui est porté par toutes les prémices et les conclusions. C'est juste mon prédicat de vérité correspondance, ou c'est mon prédicat de vérité cohérence. Donc ça, c'était pour le problème des inférences mixtes. Je vais passer le problème des propositions composées. En fait, c'est un... Juste, excuse-moi, tu vas venir après à une solution de ces problèmes ou justement je vais venir à une... D'accord. Disons... Oui, c'est une solution. C'est une pseudo-résolution, disons. Bon, ok, je te laisse. Mais justement, ça va montrer qu'en fait, on ne peut pas utiliser tous les pluralismes. D'accord. Donc juste proposition composée, c'est le même problème avec des conjonctions. Par exemple, si on a une proposition ce chat est mouillé et ce chat est drôle, on forme la conjonction ce chat est mouillé et ce chat est drôle. C'est quoi la vérité de cet énoncé? Elle le développe en 2000, mais vu qu'on n'a pas trop le temps, je ne vais pas... On a un peu de temps, t'inquiète pas. pas. Dans ce cas-là, je vais le développer. Oui. Ça part toujours de ce constat, de ce postulat pluraliste, qu'il existe... Ah oui, juste... Bon. En fait, je l'ai présenté en termes de prédicat. Tapolet présente le problème des propositions composées, le problème des inférences mixtes, comme visant un pluralisme linguistique, un pluralisme qui postule l'existence de plusieurs prédicats de vérité. Et ensuite, les auteurs qui ont développé qui ont tenté de répondre au problème des propositions composées l'ont pris comme traitant d'un problème portant sur les propriétés de vérité. En fait, c'est parfaitement équivalent. Il est parfaitement possible de formuler les deux problèmes, soit sous forme de prédicat, soit sous forme de propriété.
simplement en disant, si j'ai un prédicat de vérité, disons, P correspond à la réalité, j'ai la propriété, c'est la propriété de tomber sous ce prédicat. C'est pas très intéressant, mais disons qu'à chaque propriété de vérité, de toute façon, il y a un nom qui lui est associé, quelque chose, un mot pour le nommer, et c'est son prédicat. Donc, évidemment, tous les problèmes vont se poser tant à la fois au niveau des prédicats qu'au niveau des propriétés. Et moi, je les présente seulement au niveau des prédicats. Donc, le problème des propositions composées, il se pose à partir du postulat pluraliste qu'il y a au moins deux prédicats de vérité. Si maintenant on prend deux énoncés avec des prédicats de vérité différents, il est possible de former la conjonction. Donc par exemple, ce chat est mouillé correspond à la réalité. Ce chat est drôle et super assertible. Le problème, c'est que la conjonction, elle ne peut pas être les deux. Parce que la super assertabilité, elle s'applique uniquement aux discours essentiellement contraintes par les évidences. Essentiellement aux discours où les propositions sont connaissables en principe. Et la correspondance, elle peut s'appliquer à des propositions, à des domaines de discours où les propositions ne sont pas connaissables en principe. Par exemple, on peut l'énoncer le nombre d'étoiles dans l'univers est pair peut correspondre à une certaine réalité sans qu'on n'ait jamais aucune connaissance de ce fait. Donc ils peuvent pas être à la fois super assertibles et correspondre à la réalité. Donc le pluraliste a un problème pour rendre compte de la vérité de la conjonction de l'énoncé. Et pourtant, l'énoncé doit être vrai, enfin la conjonction doit être vraie. Parce que si d'un côté ce chat est mouillé est vrai, et de l'autre ce chat est drôle est vrai, forcément la conjonction ce chat est mouillé et ce chat est drôle est aussi vrai. Par définition de la conjonction. Mais ouais, désolé parce que je sais que tu l'as dit, mais là j'essaie je t'en prie. d'appliquer à l'exemple. Pourquoi on peut pas garder les deux, le fait que ça soit super assertible et le fait que ça soit vrai de manière correspondantiste? C'est parce qu'ils sont incompatibles. Pourquoi? Là, je vais en revenir à ce fameux il est super assertible qui est super assertible que P. C'est seulement s'il est super assertible que P. En fait, typiquement, si on dit il y a deux prédicats, le prédicat vrai, on va dire normal, enfin, oui, naturel, et le prédicat super assertible, qui sont des prédicats de vérité, on peut dire il est vrai que la neige est blanche, si et seulement si il est vrai qu'il est super assertible que la neige est blanche. Donc, par exemple, il est vrai que la neige est blanche si et seulement si il est vrai que j'ai une raison pour affirmer que la neige est blanche, il est vrai que je vais garder une raison pour affirmer que la neige est blanche. Bon, je me souviens plus du contre-exemple. Mais je sais que c'est pas possible. Ouais. Parce que... tout simplement, il peut être vrai que la neige est blanche, sans qu'il soit vrai que j'ai une raison pour affirmer que la neige est blanche. Parce que j'ai jamais vu de la neige, je n'ai pas quitté Paris, Ouais. et donc je n'ai pas de raison pour affirmer que la neige est blanche. Donc si jamais on admet dans un même discours le prédicat vrai, enfin vrai naturellement, la conception naturelle et le prédicat super assertible, super assertible satisfait pas le schéma d'équivalence, donc il peut pas être un prédicat de vérité. Attends, c'est pas parce qu'il y a des cas où effectivement il y a une vérité de correspondance qui n'est pas garantie par une super assertibilité qu'il y a incompatibilité entre les deux nécessairement. En fait, c'est parce que le schéma d'équivalence pour Wright, il doit être satisfait par les prédicats de vérité de façon a priori, donc comme une nécessité conceptuelle. Ah oui. Donc dès que tu arrives à imaginer un contre-exemple, ton prédicat il saute. D'accord.
Et justement, la réponse pour la superassertabilité, c'est que, en fait, on en vient implicitement utiliser deux prédicats de vérité, le prédicat vrai et le prédicat superassertible, et qu'en fait, c'est question begging, ça répond déjà à la question. Et du coup, lui il dit, c'est pas ça la vraie question qu'il faut se poser. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que il est super assertible, qu'il est super assertible que P, seulement si il est super assertible que P. La fausse question, il est vrai qu'il est super assertible que P. Si et seulement s'il est vrai que P, c'est là il faut pas se la poser. Et le problème, c'est que maintenant, en reprenant le problème des propositions composées, si on a deux prédicats correspondre à la réalité et être super assertible, c'est exactement ce problème-là qui va se poser. Parce que correspondre à la réalité, il doit fonctionner comme un prédicat de vérité. Donc, par exemple, si P correspond à la réalité, alors ça doit être... pas que je me trompe. Ça doit correspondre à la réalité que P est super assertible. Maintenant, je pense pas qu'il y ait de fait dans le monde de fait dans le monde qui soit que P soit super assertible. Ouais. Enfin, à la limite, le fait que P, bon, on peut se l'imaginer, mais le fait que P soit super assertible, le fait qu'on ait une garantie pour affirmer quelque chose et qu'on garde cette garantie, j'ai du mal à voir où il est dans notre ontologie. En fait. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure, tout simplement, si ça existait, en quelque sorte, parce que... Eh ben, si super assertible, c'est l'unique prédicat du discours, ça fonctionne pour Wright. Ouais, d'accord. Mais, en fait... Et si tu mélanges, en fait, correspondance et super assertabilité, enfin, c'est pour ça que tu peux pas avoir un énoncé qui est à la fois correspondant à la réalité et super assertible, parce que tu as la super assertabilité qui n'est plus un prédicat de vérité. Mais ça ne fonctionne que, à la limite, presque quand on ne parle pas du monde, ou simplement qu'on parle, par exemple, de nos sentiments, ou je sais pas, sur le fait que ça déclenche un effet comique chez moi, enfin, dans le ressort du comique, mais là, ok, c'est super assertible, et puis... c'est pas très important qu'il y ait une vérité correspondance ou pas, à la limite, c'est ça. C'est important qu'il n'y en ait pas, en fait. C'est important qu'il n'y en ait pas, même, oui, d'accord. Ouais. Mais ce type d'énoncé-là, il est très circonscrit, enfin... Il est très circonscrit. Bah, en même temps, bon. Il est circonscrit, il est vaste. Disons qu'il, justement, super assertible, c'est un prédicat qui n'est pas développé pour s'appliquer à tous les domaines de discours. Il est vraiment restreint pour l'éthique et le comique. Donc, est-ce que c'est parce que ça ressortit de notre subjectivité et pas du monde, en quelque sorte? Et est-ce qu'il y aurait une division dualiste un peu entre sentiments internes et relations externes de nos énoncés à une réalité? Il y a une dualité entre réalisme et anti-réalisme. Je ne sais pas s'il y a une dualité entre sentiments internes et réalité externe. Disons... Ouais, disons juste que la superassertabilité, elle n'a pas été inventée pour parler d'un monde d'une façon réaliste, en fait. Ouais. Et aussi, à cause de ces contraintes logiques, la superassertabilité, c'est un prédicat de vérité seulement si c'est seul dans notre discours. Donc dès que tu introduis un autre prédicat de vérité, correspondance, vérité, cohérence, ça ne fonctionnera plus. Ouais. Et est-ce que c'est grave qu'on le perde, du coup? Ah oui, du coup, ça veut dire que l'inférence n'est pas... La proposition composée, c'est un peu bizarre. Justement, c'est la deuxième L, la solution, c'est conserver un seul des deux prédicats de vérité. Ouais. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour déterminer lequel on conserve, en fait. Et là, il n'y a pas vraiment de réponse, parce que le problème, il peut se poser sur un point de vue uniquement formel. Si P et Q est vrai, la conjonction P conjonction Q est vraie, mais on ne sait pas à quel domaine P et Q appartiennent. Donc, là, j'aurais plutôt tendance à penser qu'on ne peut pas vraiment s'aider de critères syntaxiques pour ça. Mais ça, c'est un des problèmes qui reste encore à résoudre. Et je pense... il est peut-être possible de le résoudre
en définissant la vérité pluraliste via les domaines de discours. Donc par exemple, on dit, on fait vraiment le lien. P appartient à un domaine de discours et est super assertible si et seulement s'il est vrai. Mais ça c'est pas la thèse que Wright propose en 1992 en fait. C'est plutôt des thèses que Pedersen va proposer à partir de 2010 et 2013. D'accord, ouais. Et enfin, il reste encore beaucoup de travail justement à faire sur cette appartenance à des domaines de discours. Parce que Wright se sert intuitivement du fait intuitivement, on sait que 2 plus 2 égale 4, c'est un énoncé mathématique. On sait que les spectacles de Louis C.K. sont drôles. C'est un énoncé du discours comique. Le problème, c'est par exemple de savoir est-ce que les spectacles de Louis C.K. sont drôles et cette bouteille est une bouteille d'Évian. À quel domaine de discours ça appartient? Est-ce que ça appartient aux deux? Est-ce que ça appartient à un seul? Et ça, Wright ne répond pas. Et Ouais. je pense je pense qu'il travaille justement en mémoire là-dessus à définir les domaines de discours pour le pluralisme de la vérité. D'accord. Donc je pourrais pas te répondre, évidemment, mais... Oui, ben, on te réinvitera si le séminaire continue les autres années. Mais c'est une très bonne question, oui. Donc ça, c'est les 2 solutions. Les 2 solutions qui ne fonctionnent pas, Ouais. éventuellement. C'est faire que les 2 prédicats de vérité s'appliquent ou faire qu'un seul s'applique. La troisième, elle, c'est toujours utiliser un prédicat de vérité supplémentaire qui s'applique à la conjonction et aux Ouais. 2 conjoints. Et Et c'est alors? contre le pluralisme fort. Oui. Et par ailleurs, quel serait-il? Oui, ça justement, il y a une solution. C'est une solution et c'est le 3e problème en fait. C'est le prédicat de vérité universelle. À la limite, les inférences mixtes, il est possible de résoudre ce problème en révisant la conception de l'inférence. Il est possible de réviser le problème des propositions composées en ayant une vision très tordue des conjonctions et des connecteurs logiques. Et Pedersen, donc l'auteur du disjonctivisme malétique, il propose un 3e problème qui est quasiment analogue, c'est que dès que le pluraliste postule l'existence de prédicats de vérité, en fait, il est possible d'introduire un nouveau prédicat dans notre langage, un prédicat de vérité général, qui est défini comme suit. Je vais d'abord donner l'idée, c'est qu'il s'applique à toutes les propositions qui sont vraies de façon pluraliste. Donc par exemple, une proposition P est vraie de façon générale, si et seulement si elle appartient au domaine comique et le prédicat du discours comique s'applique à elle, ou alors elle appartient au domaine physique et le prédicat physique s'applique à elle, ou alors et on fait tous les propriétés et tous les prédicats pluralistes. Donc ça c'est vraiment il montre par ailleurs que c'est un prédicat de vérité qui satisfait cette platitude. C'est assez simple en fait. Il le définit juste par rapport aux prédicats pluralistes. Donc si les prédicats pluralistes ne sont pas des prédicats de vérité, alors le prédicat général n'en est pas non plus. Ouais. Mais s'ils en sont, il en est un aussi. Donc son problème montre en fait que dès que le pluraliste postule qu'il y a 2, 3 ou 4 prédicats de vérité qui s'appliquent à des propositions dans des domaines de discours différents, on a aussi un prédicat de vérité qui s'applique à toutes les propositions, indépendamment de leur discours. Donc ça, typiquement, c'est un prédicat de vérité moniste qui s'applique de façon uniforme à toutes les propositions. Et je pense avec Tapolet et Pedersen, que la conclusion à en tirer, c'est qu'on ne peut pas défendre un pluralisme linguistique fort ou un pluralisme métaphysique fort. Parce qu'il est toujours possible d'introduire un nouveau prédicat et une propriété de vérité associée qui font que le pluralisme est juste instable et il va devenir incorporer au moins une thèse moniste. Et justement, quand je vous ai parlé de la relation entre les différents pluralismes et les différents monismes, je vous ai dit que les thèses modérées étaient cohérentes entre elles. Donc on peut par exemple défendre un pluralisme linguistique modéré et un pluralisme métaphysique modéré, en plus de défendre un monisme linguistique modéré et un monisme métaphysique modéré.
Donc globalement, on défend qu'il y a... Si on défend un pluralisme métaphysique modéré, on défend qu'il y a beaucoup de propriétés, de vérité, mais on défend aussi qu'il y a une propriété qui s'applique à toutes les propositions vraies. On défend les deux, en fait. Elle est plus essentielle que les autres, non? Elle est en quelque sorte plus fondamentale. Justement, et ça c'est la solution que Pedersen donne en 2010 et en 2013. Ouais. C'est que... Je t'en prie. C'est que ce sont les propriétés pluralistes qui sont plus fondamentales, en fait. Et il sert de l'asymétrie de la définition. En fait, c'est le prédicat de vérité générale qui est défini, qui est fondé sur les prédicats de vérité pluralistes, mais les prédicats de vérité pluralistes ne sont pas fondés sur le prédicat de vérité générale. Ouais. À la limite, on pourrait s'imaginer un cas où une proposition comme la neige est blanche corresponde à la réalité, et qu'elle tombe... Enfin, elle tombera forcément sous le prédicat de vérité générale, mais disons que c'est pas parce qu'elle tombe sous le prédicat de vérité générale qu'elle correspond à la réalité. Le prédicat de vérité générale, c'est un peu un surajout un peu conceptuel. C'est même comme ça qu'il a été introduit lors des débats autour du pluralisme, qu'il est possible de postuler et qu'il est nécessaire de postuler pour résoudre les problèmes. C'est ça, oui, il est nécessaire de le postuler quand même. Enfin, modulo la résolution par la validité, les connecteurs. Mais disons que c'est vraiment la façon la plus simple de le résoudre. De résoudre ce problème particulier où on a besoin de lui. Mais vu que c'est plutôt un schéma de problème, c'est juste dès qu'on a deux domaines, enfin deux propositions qui appartiennent à des discours différents, il est possible en fait de générer des problèmes avec ça, des problèmes qui sont liés au fait qu'on raisonne parfois en passant du comique au moral, en passant du physique au biologique, en passant du mathématique au physique. En fait, on raisonne en dépassant la distinction entre les domaines de discours, et du coup, on peut trouver différents problèmes avec ça. Mais donc ça, ce serait une erreur de la pragmatique du langage, en quelque sorte. Il ne faudrait pas le faire. C'est peut-être une erreur du pluralisme à l'éthique. Ça, c'est une question que je me pose personnellement. C'est pourquoi est-ce qu'ils définissent la vérité en fonction des domaines de discours? Ouais. C'est... je suis en train de massacrer. Non, mais... c'est ce que je présente, mais... c'est bien de s'interroger dessus. Alors conceptuellement, je comprends l'idée, parce que Wright, il... Vas-y. Oui, approche-toi un peu. Oui, justement, comment est-ce qu'on décide de domaine de discours? Parce que dans le cas du chat, entre la propriété réelle et irréelle... Oui, c'est ce que j'allais demander aussi. Combien il y a de domaines de discours? Lesquels sont reliés entre eux? Puisque tu as relié l'éthique avec le comique. Pourquoi on choisit tel type de discours, enfin tel type de domaine de discours? Tu dis que c'est intuitif à un moment, mais, comment ça se passe? Là, c'est exactement les bonnes questions. Alors, je vais donner la réponse de Crispin Wright, c'est que c'est intuitif. Non, mais c'est ça. C'est que, si je te dis 2 plus 2 égale 4, tu vas pas me dire que c'est un énoncé du domaine comique. Tu vas me dire que c'est des mathématiques. Ouais. Le problème, c'est que tous les auteurs ont défini les domaines de discours de cette façon intuitive. Et justement, ça pose un énorme problème. C'est que c'est pas intuitif, en fait. Enfin, c'est parfois intuitif, mais pas toujours. Puis bon, il a bien fallu qu'on l'apprenne à un moment donné, en un sens, en imitant les autres, etc. Oui. Enfin, on peut en faire la généalogie, quoi, de la séparation de ces champs. Et de pourquoi ça nous est maintenant intuitif. Donc, du coup, peut-être qu'on peut aussi trouver des critères nets qui permettrait... Il serait difficile d'utiliser le critère de différenciation d'évidence aussi, comme le fait Husserl. La question du mode de donation, en quelque sorte. Ça relève du débat qu'on avait encore justement, que les différents domaines de discours seraient justifiés en vertu d'une évidence plus originale, qu'on peut, qui serait en quelque sorte naturelle. Mais on peut critiquer l'évidence justement de manière généalogique, comme le fait Husserl dans l'origine de la géométrie par exemple. Mais
Mais en tout cas, le débat montre en quelque sorte qu'il faut questionner l'évidence ou l'intuition. Et en tout cas, je ne sais pas si la logique a besoin d'un concept plus diversifié d'évidence, vu qu'on est constamment obligé de revenir à cette base intuitive pour justifier le domaine du discours. Alors je ne sais pas s'ils ont besoin d'une conception de l'évidence, de plusieurs conceptions de l'évidence. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin de plusieurs domaines de discours en fait. Globalement, depuis que je travaille sur le pluralisme... Les propriétés, mais toute l'idée de, si je comprends bien, c'est que le pluralisme ontologique présuppose des propriétés différentes de vérité relatives à les différents domaines de discours, qu'on peut ramener à un seul prédicat universel. Donc, oui, comment justifier ton assertion qu'il faut en finir avec la pluralité de domaines de discours? C'est que ça pose les problèmes des inférences mixtes, des propositions composées et tout ça. Disons que les autres auteurs ils continuent dans cette voie. Des domaines de discours, typiquement, il y a le Simple Determination Pluralism d'Edward Douglas. Lui, c'est encore pire parce qu'il dit, disons qu'il dit qu'un énoncé est vrai si et seulement s'il appartient à un domaine de discours, alors par exemple, si c'est la physique, ce domaine de discours, il correspond à la réalité, alors il est vrai. Donc, à la base même de sa conception, c'est l'appartenance au domaine de discours, et il n'en dit rien. Il dit pas, il en fait appel à la notion intuitive. Oui, une notion intuitive qui en plus renvoie en dernière instance à une forme peut-être de réalisme, d'accès immédiat à des types de réalité presque. Pas forcément de type de réalité, vu que c'est des discours, justement, c'est des ensembles d'énoncés. Oui. Oui, on reste dans le champ du discours, mais il y a effectivement un problème avec l'intuition. Alors, autant je peux comprendre l'approche théorique, c'est parce que, typiquement, Wright s'est demandé alors où est-ce que se sont posés les débats sur réalisme et anti-réalisme. Il a vu, en physique, en biologie, en morale. En fait, il a vu que c'était regroupé par des discours, où le débat s'est à chaque fois posé de façon différente. Donc il s'est dit, je vais résoudre ce problème par un pluralisme de la vérité qui est défini en fonction des discours. Donc je peux comprendre son approche conceptuelle, mais il y a ces problèmes et ils ne sont pas résolus et il faut travailler dessus. Oui. Bon, en tout cas, ça laisse de belles perspectives de recherche pour l'avenir. Est-ce qu'on a d'autres questions, suggestions? Est-ce que toi-même tu veux ajouter encore quelque chose? Non, à part si jamais, c'est une remarque personnelle pour toi, si jamais tu cherches des liens entre théorie pluraliste de la vérité et l'ontologie, moi je regarderais peut-être plutôt vers les théories correspondantistes pluralistes de Gilles en fait. Oui, mais... Parce que ça, typiquement, elle se pose vraiment la question du lien entre le type d'entité dont elle parle et le type de relation pour parler de ces entités. Oui. Ouais, ce qui serait effectivement intéressant à partir du moment où on est en plus pluraliste cosmologique. Oui, tout à fait. Ouais. Une remarque, Lars? Oui, non, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a une pluralité d'entités ontologiques qui fondent les discours finalement et que toute sémantique doit en prendre en compte cela, mais le problème c'est justement de caractériser la relation qui fonde. Je pense que... Ouais. Non, c'est... Ouais. Bon, merci beaucoup pour ces belles perspectives et cette explication très nette et très éclairée de ces problèmes ultra contemporains qu'on est content de découvrir. La semaine prochaine, on aura une séance de Robin Burrols sur quelques aspects cognitifs et esthétiques du pluralisme cosmologique. Robin nous parlera des conséquences cognitives et cosmologiques de l'apparition de la photographie instantanée en liant des lectures de Bergson, Goodman et Jimena Canales.
À la semaine prochaine et merci encore, Michael et Nick, pour cette belle intervention. Merci à toi, Jim.